Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour continuer de décortiquer ces concepts ensemble. Je suis accompagné, comme toujours, de notre spécialiste pour plonger au cœur de cette analyse. Bonjour, très heureuse d'être là, surtout qu'on va aborder un sujet qui, franchement, touche absolument tout le monde en plein cœur. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On poursuit notre avancée dans le livre, et il y a cette sensation universelle, ce truc très précis qui est décrit dès le départ. La fameuse claque de fin de journée. C'est ça. Imagine, il est 22 heures, le silence retombe enfin dans la maison, t'es épuisé, et là, il y a cette pensée vertigineuse qui te frappe, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait aujourd'hui? Oh là là, oui. C'est terrible comme sensation. On a l'impression d'avoir couru un marathon, mais de faire du surplace. Mais complètement. On a couru du matin au soir. On a validé des dizaines de micro-tâches, répondu à 100 mails ou messages, et pourtant il reste ce vide tenace, cette impression vraiment troublante de n'avoir rien accompli de significatif. Et c'est une observation qui est tellement fondamentale pour la suite. Mais il faut tout de suite recadrer un mythe. Parce que face à cet épuisement, le réflexe de base des gens, c'est de chercher à optimiser. Ah bah oui, la fameuse course à la productivité. On se dit qu'on n'a pas été assez efficace. Voilà. On va chercher la toute dernière application de gestion du temps ou une nouvelle méthode pour vider sa boîte mail encore plus vite. Sauf que, et c'est tout l'enjeu de cette partie, la démarche proposée ici prend le contre-pied total de la productivité classique. C'est super contre-intuitif en fait. Le but, c'est surtout pas de faire plus. C'est pas de tasser encore plus d'engagement dans une journée qui fait déjà 24 heures. Absolument pas. L'objectif n'est pas de transformer les gens en machines de guerre corporative. La véritable mission de cette démarche, c'est d'apprendre à ralentir. Et c'est ça qui est génial. L'idée, c'est de stopper cette course effrénée pour libérer de l'espace physique et mental. Et attention, cet espace n'a pas besoin d'être dédié à un projet hyper ambitieux, genre créer une start-up. Non, pas du tout. L'idée, c'est de récupérer du temps pour ce qui compte vraiment, mais de manière très subjective. Exactement. Ça peut être cuisiner un bon repas, apprendre la guitare, ou même, et je trouve ça très décomplexant, s'asseoir sur le canapé pour jouer à Mario Kart pendant 2 heures. Et le faire sans la moindre once de culpabilité. C'est ça la nuance vitale. C'est une réappropriation intentionnelle de chaque minute. C'est tellement libérateur dit comme ça. Mais du coup, pour arriver à cette réappropriation, il faut d'abord comprendre ce qui nous bloque. Et le texte établit un diagnostic vraiment clinique de notre époque. Oui, il explique qu'on est écartelé entre deux forces titanesques. Deux mécanismes qui agissent en tandem pour confisquer notre temps. Et la première de ces forces, elle porte un nom assez évocateur. C'est la roue infernale. C'est un peu l'analogie du tapis de course, tu vois. Un tapis de course qu'on a réglé sur la vitesse maximale et qu'on ne peut plus arrêter, oui. Exactement. C'est l'inertie de l'entreprise moderne, ce culte absolu de l'activité incessante. Les agendas qui débordent, les réunions qui s'enchaînent sans pause. Et le flux ininterrompu de messages. La culture professionnelle a érigé la surcharge de travail en symbole de statut social. C'est clair, si t'es pas débordé, on a l'impression que tu sers à rien. Du coup, ralentir, ça donne une impression terrifiante d'être laissé sur le bord de la route, de devenir inutile. Et au-delà de la pression sociale, cette roue infernale a un coût biologique. Elle prélève un véritable impôt cognitif. C'est-à-dire, C'est le cerveau qui sature. complètement. Le cortex préfrontal, c'est la zone du cerveau qui gère la concentration, la prise des décisions, la volonté. Eh bien, à force de courir sur cette roue infernale, cette zone se retrouve littéralement essorée en fin de journée. Ah, ce qui explique l'état de zombie à 19 heures. Voilà. Et c'est précisément à ce moment de vulnérabilité neurologique extrême qu'intervient la deuxième force, celle qui agit comme une fausse récompense. Les fameuses piscines à débordement. L'analogie est brillante. On s'arrache enfin à la roue infernale, mais on est trop fatigué pour faire un truc constructif. Exactement. La fatigue nous empêche de nous tourner vers des activités qui demandent de l'effort. Alors l'esprit glisse tout doucement vers ces sources infinies de contenu. Les réseaux sociaux, le défilement infini, ou même l'épisode suivant qui se lance tout seul sur les plateformes de streaming, le fameux « Êtes-vous toujours là ?» de Netflix. C'est exactement ça. Et ce mécanisme est d'une efficacité psychologique redoutable. Ces piscines à débordement exploitent des failles humaines très documentées. Genre la boucle de la dopamine. Absolument. La boucle de la dopamine et le principe des récompenses variables intermittentes. C'est exactement le même mécanisme qui est utilisé dans les casinos pour les machines à sous. C'est fou quand on y pense. Tu tires sur le levier de la machine, ou tu rafraîchis ton écran avec le pouce, et tu sais pas ce qui va sortir. C'est l'imprévisibilité qui rend accro.
Tu peux tomber sur une photo de chat mignon, une nouvelle anxiogène ou un like gratifiant. Le cerveau adore cette loterie. Et comme le cerveau est déjà épuisé par la roue infernale, il cherche la loi du moindre effort. Il y a zéro friction dans ces applications. Zéro. Le confort est total, presque anesthésiant. La fatigue de la journée justifie cet engourdissement et paf, on est coincé dans un cycle perpétuel d'épuisement et de distraction. Mais du coup, ça soulève un gros débat. Si c'est si puissant, est-ce que c'est vraiment de notre faute? Parce que le discours ambiant, il est très culpabilisant. Oui, la fameuse injonction à la volonté. On nous fait croire que si on n'arrive pas à se concentrer, c'est par manque de discipline personnelle ou par paresse intellectuelle. Voilà, genre t'as qu'à poser ton téléphone et lire un livre, c'est pas compliqué. Mais dans cette partie du livre, ils déconstruisent complètement ça. Oui, parce que c'est un mythe tenace qui arrange énormément l'industrie technologique. La réalité, c'est que la volonté est une ressource très limitée. Ouais, on peut pas lutter à main nue contre des armées d'ingénieurs et de psychologues comportementalistes. Leur seul métier, c'est de capter notre attention. C'est un combat totalement asymétrique. Et le vrai coupable, le mécanicien invisible de ce piège, ce n'est pas notre manque de volonté. Ce sont les réglages par défaut. Les réglages par défaut. Ouais, le fameux default setting en anglais. C'est un concept qui vient directement de l'informatique, mais qui a envahi notre vie quotidienne. C'est ça. En ingénierie, le réglage par défaut, c'est la façon dont un système se comporte nativement, sans aucune intervention de l'utilisateur. L'exemple le plus parlant, c'est le smartphone neuf. Tu le sors de la boîte, tu l'allumes, et par défaut, il est programmé pour vibrer, sonner et allumer son écran à chaque fois qu'une application veut attirer ton attention. Exactement. L'environnement dans lequel on évolue agit comme le lit d'une rivière très très pentue. Notre attention, c'est l'eau. Et par défaut, elle coule vers le bas, attirée par la gravité de la distraction. C'est une super image, et essayer d'utiliser sa volonté à ce moment-là, c'est comme essayer de nager à contre-courant dans des rapides. Tu te tiens 2 minutes et après tu coulais. C'est épuisant et voué à l'échec sur le long terme. Donc la solution, ce n'est pas de nager plus fort, c'est de construire un barrage pour détourner l'eau. Il faut modifier l'environnement de base. Mais ce qui est dingue, c'est que ces réglages par défaut toxiques, ils ne sont pas que numériques. Ils ont complètement infiltré le monde professionnel physique. Oh oui, les agendas d'entreprise sont le meilleur exemple de ça. Totalement. Par défaut, un logiciel d'agenda te propose des blocs de réunion de 30 ou 60 minutes. C'est la norme codée dans l'outil. Et le résultat, c'est que des millions de personnes bloquent 1 heure entière pour faire un point qui aurait pu être réglé en 5 minutes autour d'un café. Juste parce que l'interface a dicté cette norme. Et on en parle de l'agenda ouvert, ce réglage qui permet à n'importe qui de caler une réunion dans ton emploi du temps. C'est redoutable. Ça veut dire que, par défaut, ta charge de travail consiste à répondre aux urgences et aux priorités des autres, pas aux tiennes. C'est quand même absurde quand on y pense. Personne ne dirait à voix haute un truc pareil. Bien sûr que non. Personne ne se lève le matin en se disant « Mon ambition suprême aujourd'hui, c'est de céder aux caprices de mes collègues et de hacher mon temps de cerveau en tranches de 30 minutes inutiles. » Bah oui, ça serait ridicule. Mais pourtant, c'est notre réalité quotidienne, parce qu'on subit l'architecture de notre propre temps de manière passive. Et ce qui rend cette architecture encore plus fascinante, c'est qu'elle n'est pas là par hasard. Ah non, c'est pas un bug de la matrice, c'est sciemment élaboré. Et l'ironie suprême, la preuve ultime de cette préméditation, on la trouve dans le CV même des auteurs de cette méthode. C'est vraiment ça qui donne tout son poids au livre. Jay Knapp et John Zeratsky ne sont pas du tout des technophobes qui vivent dans une cabane dans les bois. Pas du tout. Ce sont des toqués du temps qui ont bossé dans le ventre de la bête. Ils étaient designers dans la Silicon Valley. Ils ont littéralement conçu Gmail, YouTube, Google Hangout. Ils faisaient partie des équipes qui ont construit les piscines à débordement, donc ils connaissent intimement les mécanismes de l'addiction numérique. C'est eux qui ont choisi la couleur des boutons, les flux de navigation. Et leur seule métrique de succès à l'époque, c'était le temps de cerveau disponible des utilisateurs. Ils ont passé des années à aplanir, à effacer la moindre petite friction entre l'humain et le contenu. Et le fait qu'ils aient aidé à créer le monstre rend l'événement déclencheur de leur prise de conscience encore plus fort. Surtout l'anecdote de Jack, en 2012. Oui, ce moment de bascule émotionnelle, c'est une scène très simple mais hyper poignante. Il rentre chez lui après une grosse journée. Ses 2 jeunes garçons, Luke et Flynn, jouent par terre avec un train en bois. Jack s'assoit avec eux. Le moment familial parfait, en théorie. Sauf que son esprit est ailleurs. Et là, son fils aîné le regarde et lui pose la question qui tue. « Papa, pourquoi tu regardes ton téléphone ?» Bam! La dissonance cognitive à l'état pur. C'est violent. Il se rend compte qu'il a attendu ce moment toute la journée, et maintenant qu'il est physiquement là, il est mentalement retourné au bureau, le nez dans ses emails.
Ça met en lumière cet écart vertigineux entre nos intentions profondes et nos actions réelles. Et sa réaction est immédiate. Il comprend qu'il ne peut pas juste se promettre d'être plus présent la prochaine fois. La volonté ne suffira pas face à son propre téléphone. Alors, il prend une décision radicale. Il crée ce qu'il appelle le téléphone zéro distraction. Ouais, pas de demi-mesure. Il supprime carrément Twitter, Instagram, Facebook et même Safari et son application mail. Plus de flux infini. Il efface toutes les piscines à débordement de son écran, il modifie son réglage par défaut à la racine. C'est radical. Mais moi, quand je lis ça, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas juste un pansement temporaire? Si t'es accro, tu vas pas juste trouver un autre moyen de te distraire. C'est une excellente remarque, et c'est là qu'il faut comprendre la nuance. Le but n'est pas de vivre comme un moine ou d'éradiquer la technologie. L'enjeu central, c'est la friction. La friction, c'est-à-dire l'effort nécessaire pour accéder à la distraction? Exactement. En supprimant ces applications de son téléphone, il n'empêche pas totalement l'accès. Il peut toujours consulter Twitter sur son ordinateur. Mais il a recréé une barrière physique. D'accord, je comprends. Si tu t'ennuies 5 secondes et que tu dois te lever, allumer l'ordinateur, taper un mot de passe, l'impulsion a le temps de mourir d'elle-même. Voilà, la friction agit comme un tampon protecteur. Ça laisse le temps à ta conscience de reprendre le volant. Le comportement n'est plus un réflexe pavlovien, il redevient un choix délibéré. Mais il y a quand même un autre point de friction majeur dans cette approche, surtout dans le monde du travail. Tu penses aux attentes de disponibilité professionnelle? Exactement. C'est hyper facile pour un grand concepteur de la Silicon Valley de supprimer ses mails. Mais pour un employé normal, ignorer la boucle d'email ou refuser une réunion, c'est risquer de se faire mal voir, voire de perdre son job. C'est la limite évidente du concept de déconnexion totale. Et le livre ne dit pas de couper les ponts avec son patron. Ce serait suicidaire professionnellement. Du coup, comment on applique ça sans se faire virer? L'idée, c'est de réintroduire de la friction de manière intentionnelle, mais uniquement là où on a de l'autonomie. Donc, repérer nos zones de contrôle. C'est ça. Tu ne peux pas ignorer les urgences de ton boss, mais tu peux décider de ne consulter tes mails professionnels que sur ton ordinateur de bureau et de désactiver les notifications push sur ton téléphone perso le soir. Ah, pour éviter que le boulot s'invite pendant le dîner familial. Exactement. C'est de la micro-architecture d'intérieur pour son employé quand on redessine l'espace numérique pour que le comportement sain devienne l'option de facilité. Et ça passe aussi par des détails de l'espace physique, non? Genre le truc du livre. Oui, l'exemple classique. Mettre un livre directement sur son oreiller le matin en faisant sur lit. Et brancher le chargeur de son téléphone dans le couloir, loin de la chambre. Comme ça, le soir, le réglage par défaut, c'est de lire, pas de scroller pendant 1 heure dans le noir. Ce sont des petits changements qui ont un impact énorme. Et surtout, ça apporte une immense déculpabilisation. Ah oui, c'est clair. Si des Obi-Wan Kenobi de l'attention comme Knapp et Zeratsky ont dû pirater leur propre téléphone pour s'en sortir, les gens normaux n'ont aucune raison de se sentir faibles. Personne ne devrait avoir honte de se sentir submergé. Le système est truqué à la base. Et il y a un dernier aspect que je trouve génial dans cette démarche, c'est l'impact social. Quand on commence à modifier ses propres réglages par défaut, ça envoie un signal hyper puissant aux autres. La contagion du bon exemple, en quelque sorte. C'est exactement ça. Dans une équipe, si une personne arrête de répondre aux mails à 21 heures ou refuse gentiment une réunion sans ordre du jour, au début, ça crée un léger flottement. Les gens sont surpris, oui. Mais très vite, ça donnait la permission tacite aux autres collègues de faire pareil. Ça montre qu'on peut être très performant tout en protégeant farouchement son espace de concentration. La protection de l'attention devient contagieuse. C'est le vrai antidote à la culture de l'urgence perpétuelle. En refusant de jouer le jeu de l'inflation des fausses urgences, on restructure les attentes de l'entreprise de l'intérieur. On prouve que le travail qualitatif nécessite des plages de temps sanctuarisées. C'est une petite révolution douce. Mais ça me fait penser à un truc vertigineux pour l'avenir. À propos de la nouvelle génération, Ouais. Nous, on a connu le monde d'avant. On sait ce que c'est que l'ennui, le temps long, et pourtant, on galère à retrouver notre concentration. Mais les gamins d'aujourd'hui, qui sont nés avec ces réglages par défaut toxiques déjà incrustés dans leur quotidien, comment ils vont faire pour concevoir l'idée même de ralentir? c'est le plus grand défi cognitif des décennies à venir, sans aucun doute. Ça demande une vraie éducation à l'attention. C'est clair, une prise de conscience massive s'impose. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.